édition spéciale. Dans l'épisode précédent, qui remonte déjà à plusieurs mois, nous parlions de l'attaque du 7 octobre en Israël et depuis, c'est l'hécatombe. Côté Gaza, rasé par les bombes israéliennes et un peuple en voie d'extermination, si ce n'est d'extinction. Israël a inauguré le droit à la vengeance à inégalité de puissance militaire. L'Occident cautionne et applaudit la riposte israélienne, mais désapprouve avec force la riposte iranienne du 12 avril, quand l'Iran dit répondre à une frappe imputée à Israël ayant eu lieu début avril en Syrie. Cette attaque du consulat iranien à Damas avait provoqué la mort de plusieurs commandants militaires. Le Moyen-Orient s'embrase et pendant ce temps, l'on assiste à un autre type de colonisation au cœur du continent africain. Le Rwanda, qui dit génocide, va sur le fratricide de son voisin frontalier, tout en accompagnant un autre vers le suicide politique et économique. Nous en parlons tout de suite ensemble pour en analyser les raisons. Générique. Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité africain de guerre économique avec aujourd'hui une longue émission spéciale sur le Congo-Brazzaville. Juste avant de débuter, oui, un long silence de ma part car je vous prépare plein de belles choses, mais ça demande du temps et des moyens. La finalité, passer l'émission aussi en vidéo tout en gardant cette version audio. C'est long et c'est coûteux, mais c'est prévu pour avant la fin de cette année. Alors encore un peu de patience. Restez connectés. Alors sautons donc directement dans le plat. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Quelle mouche aura piqué notre impérial président Denis Sassou Nguesso d'introduire le loup dans la bergerie? Une vision stratégique que nous n'aurions pas comprise ou une simple erreur d'évaluation qui lui aura été émise? Je vous explique rapidement la situation et je vous donne mon avis que je compléterai avec l'analyse de l'excellent Dr Rufin Vicler-Mbiala, qui vit actuellement aux États-Unis et qui est un expert diplômé en prévention de conflits. Il est pour moi l'une des meilleures sources de géopolitique et géostratégie africaine. Et je le citerai et je partagerai beaucoup plus ses interventions dans mes prochains podcasts. Vu qu'il est très prolifique, entre 2 et 5 publications par jour, j'aurai de quoi faire. Ce podcast sera donc un peu plus long que d'habitude, mais la situation le nécessite. Le 14 avril 2022, il y a donc 2 ans maintenant, à 13h, nous apprenions par l'édito de Berdi Bambou de TV5 Monde que la République du Congo allait concéder 12 000 hectares de terres arables et exploitables au Rwanda. C'est l'un des accords conclus entre le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue rwandais Paul Kagame. Plusieurs accords de coopération touchant divers domaines allant des mines à l'agriculture, notamment avec la concession des terres arabes, ont été conclus. L'État congolais a concédé au Rwanda 12 000 hectares de terres exploitables dans au moins 3 départements du pays. Mais la durée des concessions n'a pas été dévoilée. À ce jour, seulement 5% des terres arabes congolaises sont exploitées pour une agriculture vivrière. L'annonce de cette concession des terres congolaises à un pays étranger a suscité des critiques. Rappelons que l'agriculture a été au centre de la campagne de Denis Sassou Nguesso lors de la dernière campagne présidentielle. Le président rwandais Paul Kagame a passé 3 jours dans le pays. Il a terminé son séjour à Oyo où il a visité des fermes agro-pastorales appartenant à son hôte Denis Sassou Nguesso. Ce qui semblait n'être qu'une rumeur s'est donc concrétisé. En ce début d'année, avec un premier don de 989 hectares de terres arables dans la Bwenza, le grenier du Congo, et dans le Poul qui jouxte Brazzaville en conflit armé de 1998 à 2005, avec une résurgence du 4 avril 2016 au 23 décembre 2017, mais les tensions restent toujours fortes et palpables. Ce sont parmi les départements les plus détestés du président pour leur opposition politique. Ils font partie pour certains du Nibolek, un terme péjoratif qui désigne les départements formés par le Nyari, la Bwenza et la Lekumu. C'est un terme connoté qui a servi de base idéologique durant les différentes guerres du Congo entre 1992 et 2000. Le projet agricole a été pourtant un terme fort dans la précédente présidentielle qui aurait nécessité un fort investissement pour sa réalisation et sa réussite. Donc de se tourner vers ces départements que l'on redoute tant et que l'on hait tant. Alors, il semblerait que la tactique choisie
pour ne pas nourrir la bête, le Nibolek, le bastion rebelle au pouvoir en place, aura été de faire appel à une autre nation, le Rwanda, pour venir cultiver les terres congolaises à la place des Congolais, à un moment où le chômage n'aura jamais été aussi fort. C'est selon moi, de mon propre avis, carrément un suicide politique et économique. Sur un fond d'erreurs géostratégiques et géopolitiques, le Rwanda, depuis Kagame, est dans une démarche expansionniste, l'un des pays d'Afrique centrale le plus agressif militairement et économiquement, qui pour sortir de son enclavement et de sa taille lilliputienne se servira allègrement des ressources minières du géant et voisin Congo-Kinshasa, soutenu par l'Angleterre, la France et les États-Unis. Le premier rapport onusien date de 2001, fait état de massacres récurrents de grande ampleur dans l'est de la RDC, frontalier avec le Rwanda, qui y mènent des excursions et des extractions minières. Ce rapport intitulé Mapping Report a été publié en 2010. Il recense plus de 600 massacres qui ont eu lieu entre 1993 et 2003 et estime que le nombre de victimes pourrait atteindre 5,4 millions de personnes, l'on était en 2010. Depuis, le nombre de morts n'a cesse d'augmenter dans un silence convenu, car le Rwanda est soutenu, comme dit auparavant, à 100% par les Américains, qui sont là surtout pour contrecarrer la présence chinoise et russe et maîtriser le contrôle des matières premières. Les minerais qui sont en Afrique sont la clé de l'innovation et des technologies qui nourriront les entreprises américaines et leur permettront de rester des leaders dans le monde. Des enjeux économiques que nous ne comprenons pas en Afrique. Aussi aidé des États-Unis, de la France et de l'Angleterre, le Rwanda étend son emprise sur le Congo et la Centrafrique. Le pouvoir en place au Congo, quant à lui, en ne voulant pas consolider son économie locale par son soutien, en luttant de toutes ses forces pour que jamais l'entrepreneuriat ne puisse éclore au Congo, que ce soit du sud au nord, quel que soit le clan ou l'ethnie, est en train de se tirer une balle dans le pied, mais surtout met en péril toute sa descendance. L'on peut sans se tromper dire que dans les 2 générations à venir, soit dans moins de 10 ans, voire 20 ans, dans moins de 2 élections, le pouvoir sera aussi disputé par les Rwandais locaux qui seront entre-temps devenus Congolais et auront acquis la plus grosse force économique et politique du pays, soutenue directement par Kigali. La boucle sera alors bouclée. Le Congo rentrera dans un nouveau conglomérat américano-rwandais, avec une expansion possible du Rwanda sur l'exemple d'Israël qui, lorsqu'elle arriva en Palestine, disposait que d'une dizaine d'hectares pour les premières colonies installées en Cisjordanie dans les années 60, pour maintenant s'étendre sur 450 000 hectares de terres arables actuellement, pour donner le conflit que l'on connaît maintenant. Est-ce que c'est cela que l'on souhaite pour le Congo, dans moins d'une dizaine d'années? Or, il est pourtant si simple de se faire aimer en Afrique. La générosité. Soyez bon et juste avec vos populations. Tu peux être ferme tant que tu n'es pas dans l'injustice et protège la liberté des citoyens localement et internationalement. Introduire le loup dans la bergerie et le troupeau finira par s'en prendre à ce berger indélicat qui les livre à l'appétit de tous les prédateurs. Je vous laisse donc avec l'analyse du docteur Rufin Vicler-Mbiala, aussi congolais de Brazzaville, qui va entrer plus en profondeur dans les détails du conflit à venir. On écoute. Les amis, nous allons parler de l'avenir des relations entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Nous allons vous parler de la situation qui se passe au Congo-Brazzaville actuellement. On va essayer de comprendre quel est l'avenir, qu'est-ce qui va se produire demain. Qu'est-ce que les Congolais doivent attendre de fait que le Congo ait cédé ses terres aux Rwandais. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Pour comprendre cette situation, juste pour donner des éléments de réflexion afin que nous puissions débattre, surtout les Congolais,
ensemble, nous puissions débattre et savoir quelle est la réponse à donner à cette situation. Pour comprendre cette situation, je veux me permettre de résumer en quelque sorte, prendre les grandes lignes du conflit israélo-palestinien et du conflit Russie-Ukraine. Ce n'est qu'en allant dedans que nous pourrons comprendre ce qui va se passer au Congo. Parce que l'histoire se répète toujours. Il n'y a rien qui est nouveau. Ça se répète toujours. Eh oui. C'est l'histoire, c'est ça, c'est comme ça que ça a été fait. Et on ne peut pas échapper à cette règle. Hein? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je répète, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le Rwanda, Israël, l'Ukraine ont un dénominateur commun. Ce dénominateur commun, c'est lequel? C'est le fait que tous les trois sont soutenus par l'Amérique. Le Rwanda en RDC envoie l'Amérique, donc au Congo, le Rwanda sera toujours soutenu par l'Amérique. Israël est soutenu par l'Amérique, tout le monde le sait, et l'Ukraine est soutenue par l'Amérique. Aujourd'hui, l'Ukraine est en train de dire, si nous n'avons plus le soutien américain, nous allons perdre cette guerre. Ça, c'est Zelensky lui-même qui parle. Alors, pourquoi je veux vous amener à essayer d'analyser ces conflits? Nous avons vu déjà qu'il y a un dénominateur commun. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit au cours de l'histoire pour que les gens puissent, qu'on puisse en arriver là? Vous savez que l'Ukraine a été créée au début des années 1900, entre 1917 et 1923. L'Ukraine, c'est une partie de la Hongrie, de la Roumanie, de la Pologne et de l'ex-URSS, la Russie. L'Ukraine, c'est ça. Hein? L'Ukraine, ce n'est pas un État qui est né. Non, l'Ukraine est née comme ça. Mais l'Ukraine était la capitale. C'est là où est née la Russie. La Russie a commencé avec Kiev. Alors, pour des raisons politiques, Lénine va prendre la Crimée, va rattacher ça à l'Ukraine. Je répète, pour des raisons politiques, pas pour des raisons matérielles ou quoi, politiques. Lénine va prendre la Crimée, va rattacher ça à l'Ukraine. Quand vous faites par exemple les départements, notamment pour les Congolais, on dit bon, Brazzaville va s'étendre. Par exemple, Kinkala va faire partie de Brazzaville. Le jour qu'il y aura des problèmes, on veut diviser les territoires. Probablement que Kinkala, si les gens ne sont pas préparés, probablement que Kinkala va faire partie de Brazzaville. Puisque ça fait partie de Brazzaville, on attache ça à Brazzaville. On va étendre la région de Brazzaville jusqu'à Kinkala. Ça y est, c'est fini, c'est parti. Donc, la Russie, c'était comme ça aussi, l'Ukraine. C'est Lénine qui a pris la Crimée, là, qui a rattaché ça à l'Ukraine. Vous voyez? Alors, quelque temps plus tard, quand il y avait l'ex-URSS, la partie de l'Ukraine était quasiment le grenier de l'ex-URSS. C'est-à-dire que la nourriture, l'essentiel de la nourriture venait de là-bas. Là-bas, il y avait des grands agriculteurs, il y avait des grands champs, ainsi de suite. Et notamment où? Dans le Donbass. Et c'est ce qui est resté. C'est pour ça que l'Ukraine est un grand producteur de céréales, de blé et autres. La Russie est aujourd'hui producteur de blé parce que la Russie, depuis les sanctions de 2008, 2014, la Russie a commencé à produire en masse les céréales et autres pour ne plus dépendre de la communauté internationale. Parce qu'avant, la Russie achetait le blé sur le marché international. C'est maintenant que la Russie s'est lancée dans la production et elle produit son propre blé. Alors, vous voyez bien que le fait de faire des changements géographiques, ça peut entraîner des conséquences. Et parfois, ceux qui signent les accords ne sont plus là quand il y a les conséquences. C'est pareil pour la Palestine et Israël. Israël est créé après la Seconde Guerre mondiale. Vu ce que Hitler avait fait aux Juifs,
les gens ont décidé donc de créer un État pour que les Juifs puissent aller occuper cet État. Même si ils sont disséminés dans le monde entier, hein, dans tous les pays du monde, vous avez des Juifs. Mais là, ça c'est un État pour eux, non? Même quand ils vont dans le monde, là, eux, ils doivent venir, chez eux, c'est là. Le président Erdogan, pas moi, le président Erdogan, nous a sorti la carte de la création. Depuis la création jusqu'à nos jours, on a Israël occupé à peine, je dis bien à peine, peut-être 5-10% du territoire palestinien. Quand ils ont commencé là, c'était vraiment, il y avait pratiquement pas c'était palestinien. Jérusalem, Tel Aviv, partout là, il y avait que des Palestiniens. À partir du moment où les Nations Unies, soutenus bien entendu comme toujours par, je vous ai dit, ils ont un dénominateur commun par les États-Unis, alors ils ont agrandi le territoire. Et aujourd'hui, Israël, c'est plus de 80% du territoire palestinien. Vous voyez, ça a commencé comme ça, comme un jeu, un peuple, une minorité qui vient, qui s'agrandit, qui est puissamment armé, hein, et puis, bon, qui occupe tout. Mais qui les a armés? Qui soutient? Qui bloque toutes les résolutions du Conseil de sécurité concernant Israël? Ce sont les États-Unis, parce que les États-Unis les soutiennent. Pourquoi je vous parle de ça? Pour comprendre le conflit du Congo, la crise qui est en train de naître au Congo-Brazzaville. Je dois vous rappeler encore que je suis spécialiste de la prévention des conflits. Ce que j'ai créé moi-même au niveau des Nations Unies, la prévention des conflits et la justice transitionnelle. Et ce que je suis en train de faire là, c'est mon travail, c'est la prévention. Je suis en train de prévoir. Je veux que les Congolais sachent. Je veux que la communauté internationale sache. Je veux que les Rwandais puissent savoir où est-ce qu'on est en train de partir là. Alors, vous avez tous appris que le président Sassou Nguesso a cédé 1-2% de terre congolaise aux Rwandais. Il a donné. Rwandais, venez. Sous prétexte qu'il vient pour produire, faire l'agriculture. Alors que M. Sassou Nguesso sait très bien que le Congo a des ingénieurs qui sont disséminés partout dans le monde, qui ne cherchent qu'une opportunité pour mettre leurs connaissances au service de notre pays. Il y a plein de Congolais formés du nord au sud dans le domaine de l'agriculture. Mais le président Denis Sassou Nguesso a préféré aller prendre les Rwandais. C'est lui qui est allé prendre les Rwandais. Maintenant là, on ne peut pas voir ce qui va se passer demain, sauf lorsqu'on est spécialiste de la prévention. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le Rwanda a brillé, est en train de briller aujourd'hui. D'abord par un génocide. On nous a fait croire que c'est les Tutsis qui ont été massacrés. À peine hier, les Américains ont dit non, faux. C'est pas les Tutsis qui ont été massacrés, ce sont c'est tout le monde, les Tutsis, les Hutus, les Trois. Les Trois aussi ont été massacrés. Les Hutus ont massacré les Tutsis ont massacré les Hutus et les Tutsis ont massacré les Trois. Parce que les Trois sont comme une sous-ethnie, et les Tutsis, ce sont des leucodermes de l'Afrique, les leucodermes noirs. Et eux, ils croient à ça. Hein. Ce qui est terrible, c'est que les Tutsis croient que eux, effectivement, ils sont des blancs à peau noire. Oui, c'est que quand on est dans ce genre d'imbécilité, je vous garantis, rien de bon ne peut sortir de vous. Bref, ils ont brillé donc par le génocide. En 1994, on vient de célébrer les 30 années du génocide. On célèbre le génocide. Au lieu de célébrer la fin du génocide, on célèbre le génocide. On fait la fête parce qu'il y a eu un génocide. C'est encore une autre stupidité. Et des chefs d'État se déplacent pour venir célébrer quelque chose, une criminalité aussi horrible. Ce qui a fait honte à l'Afrique, parce qu'on n'avait jamais vu ça en Afrique. Des Africains entre eux se massacrer comme ça. Jamais vu dans l'histoire. 100 jours de massacre. Donc, ils ont célébré ça, la fête. Le monde à l'envers, ils célèbrent la fête. Et
Pour une fois, les Américains viennent dire la vérité. Ils viennent avouer qu'ils étaient derrière cette histoire-là. Mais les Hutus, quand il y a le génocide, on prend un certain nombre de Rwandais qu'on amène au Congo. Les Rwandais ont aidé Kabila à prendre le pouvoir. Ça, c'est incontestable. James Kabarege, qui fut, je crois, chef d'état-major de l'armée congolaise après donc la prise de pouvoir de Kabila, s'exprime maintenant clairement. Il dit d'ailleurs, en ce qui concerne le Rwanda, c'était une vidéo cachée mais qui a fuité, où James Kabarege conseille aux Rwandais de s'entendre parce que ils sont entourés des gens qui ne les aiment pas, puisque eux-mêmes, ils ont brillé par des comportements décevants. C'est pour ça que dans la sous-région, on ne veut pas d'eux. Eh oui, ils le disent, hein. Ils le reconnaissent. Mais eux, le problème, c'est que eux, ils sont soutenus par les Américains. Et les Américains veulent faire des Hutus ce que vous êtes en train de voir en Israël, en Palestine. C'est-à-dire que cette minorité qui occupe le monde, l'Afrique. Parce qu'ils vont pas s'arrêter au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. Hein. Ils vont s'étendre. Ils sont aussi au Centrafrique. Ils vont y rester. Vous le savez très bien. Et ils vont petit à petit s'étendre. Parce que la politique américaine, elle est basée sur le massacre, sur la déstabilisation, sur la guerre. Il n'y a pas un seul endroit où il y a des Américains qui y sont, qui soutiennent une partie, et il n'y a pas de guerre. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Américain, là où il est, il faut qu'il fasse la guerre. Parce que l'Américain vit de la guerre. Il faut déstabiliser tout le continent africain. C'est la stratégie américaine qui a été élaborée par Barack Obama quand ils ont fait la guerre en Libye. La guerre en Libye, là, c'était pas pour Kadhafi, non. C'était pour tout le continent africain parce qu'il fallait stopper le processus de monnaie africaine unique. Bref, vous voyez, les Rwandais sont en train de sont rentrés donc au Congo et après, ils voulaient s'accaparer du pouvoir. Ils ont infiltré l'administration, la police, l'armée. C'est d'ailleurs pour ça que Tshisekedi, jusqu'aujourd'hui Tshisekedi, vous voyez, depuis près de 30 ans, ils sont rentrés au Congo en 97 par là quand Kabila, le père, a pris le pouvoir avec Kabila, qui était content de prendre le pouvoir. Son problème, c'était le pouvoir. Il a pris le pouvoir. La suite à donner, c'est laquelle? C'est ce que nous sommes en train de voir. L'appétit du pouvoir. Même ceux qui ont le pouvoir, qui prennent le pouvoir, même quand ils sont morts, il y a d'autres gens après qui payent le prix. C'est pour ça que moi, je tire les oreilles des Congolais. Ce que vous êtes en train de voir, c'est le malheur de l'Afrique, du Congo-Brazzaville, avec ces Rwandais. Je vous ai pris l'exemple de l'Ukraine et la Russie. C'est les États-Unis qui soutiennent l'Ukraine. Les États-Unis ont conditionné l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN par une guerre parce qu'ils voulaient affaiblir la Russie. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait plus de 15 ans que ça a commencé. C'est pour ça que Poutine n'arrête pas de dire que la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Tous les grands experts vont vous le dire. La guerre en Ukraine n'a pas commencé en 2022. Elle a commencé bien avant, en 2008. En 2014, là, lorsqu'ils ont signé les accords de Minsk, c'était pour que l'Ukraine puisse avoir le temps de se réarmer et faire la guerre, là où il y a les États-Unis. C'est pour ça que je vous ai dit, ils ont un dénominateur commun. C'est le soutien des États-Unis. Là où il y a le soutien des États-Unis, il y a forcément la guerre. Les Rwandais sont soutenus par les États-Unis, y compris au Congo-Brazzaville. Alors, il faut s'attendre à la guerre. C'est inévitable. À moins que les Américains dominent, contrôlent, recolonisent le Congo-Brazzaville. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, oh, mais on a donné les terres là, c'est dans le sud, au nord. On peut dormir tranquille là, c'est bon. Non, les gars. Ils sont dans le Poul et dans la Bouedza, les terres qu'on leur a données. Vous savez quoi, hein? Le Poul est attaché à quoi? À la capitale, Brazzaville. Brazzaville, c'est quoi? Brazzaville, c'est le centre. Brazzaville, c'est le lieu de rencontre entre les sudistes et les nordistes. Oh, j'y reviens. Ça va pas plaire aux gens quand on parle de ces termes, mais on doit dire la vérité à la jeunesse. Brazzaville, c'est l'assiette
dans laquelle les nordistes et les sudistes viennent manger. C'est ça qui fait notre unité. Notre unité, là, le symbole de notre unité, là, c'est Brazzaville. C'est pour ça que la guerre de 97, qui était nord-sud, faut le reconnaître, c'était où? C'est pas à Brazzaville. C'est après que ça s'est étendu dans le sud, quand les Angolais sont venus appuyer un camp, celui de Sassou Nguesso. Mais il faut reconnaître que Brazzaville, c'est là. Comme le Pool est attaché à Brazzaville, il ne peut pas avoir une guerre dans le Pool sans que Brazzaville ne puisse être affecté. Ne vous leurrez pas, les amis. Je vous rappelle que les Rwandais sont au Centrafrique. Le Centrafrique a une frontière avec le Congo par où? Par le nord. Et le nord, c'est où? La Sangha. Donc, l'une des premières villes que les Rwandais peuvent occuper au nord, là, c'est Ouesso. Ne vous leurrez pas. C'est le Congo qui est menacé. Je ne sais pas si le président Sassou Nguesso a vu ça comme ça. Ça, moi, je n'en sais rien. Je ne veux pas le juger. C'est les hommes politiques qui doivent faire ce travail. Moi, je suis un intellectuel, je suis docteur en sciences politiques. Je vous dis tout simplement, en tant que spécialiste de la prévention des conflits, je vous dis que le conflit arrive là. Et ça va bousculer tous les Congolais. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que les Congolais auront du mal à gagner cette guerre, même s'ils sont sur leur terre? C'est parce que depuis Brazzaville, l'option que les Rwandais pourront prendre pour des gens sérieux, ça va être de diviser le nord et le sud, d'accentuer. Et ils le savent. Ils sont pas venus là à Brazzaville pour rien, dans le Pool. Parce qu'ils savent que entre le nord et le sud, on se regarde en chaîne de faïence depuis la guerre de 1997. D'aucuns diront, bien avant, oui, on se regardait en chaîne de faïence. Hein? Après Massamba Deba, depuis le coup d'État de Marien Ngouabi, les gens se regardaient en chaîne de faïence. Marien Ngouabi a essayé de réunifier le nord et le sud, vous le savez très bien. Hein, la dernière rencontre d'ailleurs que il a eue avec le président Massamba Deba, c'était pour aller dans ce sens-là, et ça a été court-circuité par sa mort. Et à partir du moment où il est mort, alors les choses ont changé. Depuis là, le Nord et le Sud se regardent en chaîne de faïence. Tout ce que vous voyez là à l'Assemblée nationale, dans les institutions, les discours, ce sont des discours creux. La réalité scientifique, je parle bien de la réalité scientifique, pas politique, scientifique. Ceux qui sont allés à l'école me comprennent très bien. Ceux qui sont intelligents me comprennent très bien. Je ne suis pas en train de dire que le Nord et le Sud, ce sont des... Non, je suis en train de dire qu'il y a un conflit latent. Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais établi, on n'est jamais passé par le processus de réconciliation, de justice transitionnelle que j'ai moi-même encore inventé. Donc, tant qu'on va pas passer par là, on va toujours se regarder en chaîne de faïence. Et c'est une faiblesse. C'est là que les Rwandais vont s'appuyer. Ils vont s'appuyer. Et on aura beaucoup de nos frères du Nord qui vont soutenir les Rwandais parce qu'ils se disent que bon, c'est le Sud, on peut s'en foutre. Ça va accentuer encore la séparation et ça va accentuer notre faiblesse. On pourra nous détruire comme on veut. Surtout qu'ils sont soutenus par les Américains. Ils ont tous les armes. Vous voyez comment vous voyez que vous pouvez pas comprendre comment un petit pays comme le Rwanda peut avaler un éléphant, le Congo démocratique. Bon, on va dire que la responsabilité de Tshisekedi, elle est grande. Parce que depuis, le peuple a demandé des accords avec la Russie. Tshisekedi est en train de traîner les pas. Tshisekedi est en train de... Il fait la fête. Au moment où nous parlons là, il est en voyage, il est en vacances. C'est comme si à Goma, il y avait des vacances là-bas. À Goma, là, il n'y a pas de vacances. Hein. Tous les jours qui passent là, on est en train d'en massacrer. Lui, il est parti en vacances aux Bahamas. Après, il va venir voir son frère Emmanuel Macron, le complice du Rwanda. C'est ça notre problème. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas ce qui va arriver demain. Non, ils viennent pour planter les tomates, le piment. On leur a dit que nous, on est des gros mangeurs de piment, donc il faut qu'ils viennent nous apprendre comment il faut planter le piment. Alors que je vous ai sorti une vidéo où je parle des Congolais qui ont fait des preuves dans le domaine agronome. Il y a un Congolais qui est en train de produire la tomate au seau, Max Félicien, un grand producteur de tomates au Maroc, un Congolais de Brazzaville. Donc,
Ce n'est pas, c'est pas, il est allé en Maroc en 96 à peine. 96, hein. Ça fait moins de 30 ans, 28 ans seulement. Aujourd'hui, il est un grand producteur, il exporte en Europe, hein, partout dans le monde. Donc, des grands producteurs comme ça, ils peuvent bien gérer les terres qu'on donne aux Rwandais, là. C'est-à-dire que, ou nous sommes pas intelligents, ou nous sommes méchants, c'est tout. Et on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est incroyable. Donc, mon rôle à moi, c'est d'ouvrir les yeux des Congolais. Que les Congolais sachent que ce qui est en train de se passer là, quand cette bombe va exploser, même Sassou Nguesso ne sera plus en vie. Peut-être même Christelle, le fils, ne sera plus là. Ça va être les enfants de Sassou, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui vont payer le prix, qui seront les esclaves des Rwandais, si on ne prend pas des dispositions pour arrêter cette hémorragie dès maintenant, avant que ça n'explose. On va pas me dire que nous sommes des xénophobes, comme l'a dit un homme politique congolais quand on parlait d'une femme rwandaise qui était autour de la présidence et qui prenait de grandes décisions, au détriment bien sûr du Congo. Mais nous ne sommes pas bêtes, à moins d'être soi-même bêtes pour penser que les Congolais sont bêtes pour ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Bref, je veux dire que c'est pas la xénophobie. Nous avons des Maliens, des Sénégalais, les grands commerçants là, les petits détails, c'est qui? Ce sont lesquels? Mais ce sont les étrangers, non? Les Maliens. Maintenant, il y a même des Libanais notre économie, notre commerce est tenu par des étrangers. Mais on peut pas continuer. Un pays ne peut pas vivre aux dépens des autres. Donc, nous n'avons pas besoin, c'est pas question de xénophobie. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'étrangers chez nous. Et on les accueille toujours. Et nous n'avons pas de problème. Même les Chinois sont en train de venir s'installer au Congo. Mais ce que nous ne tolérons pas, c'est de prendre les terres comme ça, au vu et au su de tout le monde, sans l'accord, même de ce Parlement fantoche que nous avons, sans passer par un référendum pour que les Congolais disent que bon, nous on cède nos terres pendant 100 ans aux Rwandais. C'est ça la procédure. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de caché. Et puis s'il y a quelque chose de caché, mais quand ça va exploser là, mais ceux qui sont à l'origine de ça ne seront même plus vivants. Si c'est pour que le fils remplace le père, on se dit que bon, les Rwandais qui viennent, parce que pour la plupart, ceux qui viennent, ce sont des militaires. Si vous ne le savez pas, ce sont des militaires. Les Américains ont préparé, ils préparent tout. Ils savent. Les Américains veulent recoloniser tout le continent africain. On va prendre l'Est du Congo démocratique, on va prendre le Congo-Brazzaville, parce que le Congo-Brazzaville, on va le prendre, c'est clair. Je vous ai bien dit que s'il y a une guerre, ce qui va se passer, c'est que les Rwandais vont accentuer, ils vont s'appuyer sur le conflit latent qu'il y a entre le Nord et le Sud, en s'attaquant à la capitale. Dès qu'ils prennent la capitale, il y a une coupure. Même si les nordistes veulent venir aider les sudistes, ou les sudistes veulent se rallier avec les autres, ils seront coupés à partir de Brazzaville. Comment vous allez rentrer dans le pool? À moins de contourner autour du Gabon et autres, machin, tout ça. C'est trop long, c'est trop passer par Zanaga, Bambama pour sortir dans la Lekumu et puis revenir encore. Mais c'est trop lent. Le Congo démocratique ne va pas vous laisser vous aider non plus. Parce que le Congo démocratique est en train de subir là. Puisque eux, quand ils vont prendre la Brazzaville, ils vont prendre aussi le Congo démocratique après. Ils vont s'attaquer à la capitale. C'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ce que nous sommes, ce que les dirigeants congolais sont en train de faire, c'est une bombe atomique contre l'Afrique. Vous savez que le Congo, le grand Congo, je parle du Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa et Congo-Angola, c'est le cœur de l'Afrique. C'est pour ça que vous voyez comment l'Afrique centrale n'avance pas. Même l'Afrique de l'Ouest avance mieux que l'Afrique centrale. C'est parce que il y a la guerre au Congo démocratique. Et le Congo de Brazzaville ne peut pas décoller si le Congo démocratique est dans cet état. Et comment on peut expliquer ça aux gens? C'est pas question que nous, on dépend du Congo. On a des matières, on a des coins. Là où les Rwandais sont en train de prendre, là, dans le pool, là, il y a le coltan. Ils sont en train de chercher, c'est quoi? Et c'est ça d'abord qu'ils cherchent. Il y a le coltan, là, au Rwanda, là. Il y a des usines de transformation de coltan au Rwanda. Mais au Rwanda, il n'y a pas de coltan. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de la RDC. Maintenant, ils veulent s'accaparer de ce qu'il y a au Congo-Brazzaville. C'est tout. Voilà le problème. Mais, attendez, les Congolais doivent réfléchir, les dirigeants congolais.
Entendez, surtout, c'est-à-dire que ce qui est plus grave, c'est lorsque on sait que Sassou Nguesso a passé 40 ans au pouvoir. Les Congolais l'ont accepté, l'ont toléré pendant 40 ans. Et au moment où il s'apprête à terminer, alors, c'est comme si le Congo lui avait, je ne sais pas moi, quel mal que le Congo lui a fait, ça c'est lui seul qui connaît. Parce que la guerre de 97, là, c'est lui et l'Issouba, c'est pas les Congolais. Les nordistes et les sudistes savent que c'est entre les deux, là. Ils se battaient pour le pouvoir. Tout le monde sait. C'est le pouvoir. Et puis, il y avait la France qui était là. C'est la France qui avait besoin du contrôle du Congo. Elle voulait reprendre le contrôle parce que ils étaient en train de perdre beaucoup d'espace avec Pascal Lissouba. On sait. Même si on ne parle pas, mais on le sait. Mais je suis en train d'avertir parce que ce qui est en train de venir là, ça va être, mais c'est une bombe qui va exploser. Carrément, le Congo avec un K. Donc, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, l'Angola. Voilà le vrai problème. Et les Européens, les Blancs, là, ils savent que si on veut s'attaquer à l'Afrique, là, il faut d'abord que nous puissions détruire le cœur de l'Afrique, là. Le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, l'Angola. Il y a une partie du Cameroun et du Gabon aussi. Mais c'est d'abord essentiellement ces trois pays-là. C'est pour ça que vous voyez, ils sont en train de se battre. Le Rwanda, c'est que le Rwanda fait là. Ce n'est pas pour le Rwandais, c'est pas pour les Rwandais. Non. Mais attendez, si les Rwandais ont trop de terre, ils sont à la recherche de terre plutôt. S'ils sont à la recherche de terre, pourquoi ils vont aller prendre les réfugiés anglais pour les amener au Rwanda? Mais ceux qui vont venir là, vous savez que les fameux réfugiés en question là, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes, d'enfants, il n'y a que des hommes. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des militaires, ce sont des mercenaires qu'on va prendre, qu'on va envoyer au Rwanda, et ils vont pas rester au Rwanda, et on va les installer dans les endroits qu'ils sont en train d'occuper, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. Mais comment on peut, c'est-à-dire que nous, c'est comme si nous n'avons pas de cerveau. Nous, en fait, on n'a pas de cerveau. La seule chose que nous savons faire, c'est jouir, la jouissance. Le Rwanda travaille pour les États-Unis, pour les pays anglophones. Et eux, ils ont besoin d'occuper l'Afrique. Parce qu'ils en ont marre de se battre pour les matières premières avec les autres. La Chine, qui est en train de prendre le dessus aujourd'hui. La Chine est la première puissance économique mondiale. La Russie est la première puissance militaire mondiale. Donc, ils en ont marre. Leur problème maintenant, c'est s'attaquer déjà de l'Afrique, prendre l'Afrique. Et pour prendre l'Afrique, là, il faut le cœur de l'Afrique. Ils ont échoué au Sahel. Ils ont échoué, là. Mali, Burkina Faso, ils ont échoué. Le Sahel est libéré. L'Afrique de l'Ouest est en train de se libérer. Maintenant, ils veulent mettre le paquet en Afrique centrale. Et en Afrique centrale, si ils ont la main sur le Congo, sur les deux Congos, sur l'Angola, c'est fini. L'Angola, politiquement parlant, là, l'Angola est déjà couché. C'est-à-dire que Anthony Blinken marche sur la tête de Lorenzo, là. Il y a rien. Nous devons, c'est-à-dire que un grand chef, là, se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Oui, un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Et un bon chef, là, un dirigeant, c'est un prévoyant. Tu ne peux pas diriger sans prévoir l'avenir. Même si tu peux te tromper, on peut se tromper, c'est possible. Mais pas aussi grossièrement comme tout le monde le sait. Ta population te dit, non, c'est pas bon. Regardez Tshisekedi est en train d'échouer là, c'est quoi? La population lui dit, va signer des accords avec les Russes. C'est ce que nous voulons. Lui, il est là à tourner. Il va en Belgique, il va en France. Ce sont eux qui sont en train de soutenir le Rwanda. Mais tu vas obtenir quoi là-bas? Mais rien. Donc vous voyez, ce qui est en train de se passer en Russie, ce qui est en train de se passer en Israël, ce qui est en train de se passer en RDC, devrait interpeller les Congolais de Brazzaville pour savoir que, ils vont passer aussi par la casserole. Même si Christelle prend le pouvoir là, ça va pas changer la donne. Les Rwandais ont des objectifs parce qu'ils servent les Occidentaux. Et ils vont atteindre leur objectif tant que nous allons être toujours naïfs. C'est pour ça que j'appelle à l'unité de tous les Congolais. Sachez-le que ce qui se passe, les terres qui sont dans le sud, là, ça n'appartient pas seulement à ceux qui habitent dans le sud, ça appartient aux Congolais. C'est-à-dire que tu sois du nord, que tu sois du sud, là, les terres, là, ça vous appartient. Ça appartient à vos enfants. Ça, il faut que les Congolais puissent le savoir très bien, afin de comprendre quelle est la position à prendre.
que ce soit bien clair. Et les conséquences, nous allons les subir tous ensemble. C'est-à-dire que il ne faut pas croire que les nordistes vont dormir tranquilles pendant que les sudistes sont en train de pleurer leur terre et leurs hommes. Quand des génocidaires viennent sur votre terre, quand ils s'installent, vous vous attendez à quoi? C'est-à-dire que vous vous attendez à quoi? Et il ne faut pas que les sudistes se disent que non, mais bon, si on occupe Ouesso, je vous ai dit, par le Centrafrique, les Rwandais peuvent occuper Ouesso. De toutes les façons, j'étais là-bas, j'ai été marié à Ouesso, donc je connais le coin et comment c'est perméable. Bien-aimés frères et sœurs, notre rôle en tant qu'intellectuels, c'est de vous donner des éléments d'analyse. Et je fais ma part. Je sais que ça ne va pas plaire à certains, mais c'est ça. Hein. Nous, on n'est pas là. Un docteur, il ne parle pas pour plaire à un homme politique ou à un fanatique. Non. Un docteur, il parle parce que c'est la science qui l'anime, la connaissance, pour partager la connaissance. J'espère que nous nous sommes bien compris avec le conflit en Ukraine, le conflit en Israël, le conflit en RDC, qui montre que, le Congo n'échappera pas à un conflit avec le Rwanda. Et qui dit conflit contre le Rwanda, c'est un conflit contre les États-Unis. Merci, Dr Rufin Vicler-Mbiala, depuis les États-Unis, pour cette intervention. Que faut-il retenir? Le conflit israélo-palestinien est un vrai cas d'école de guerre économique, car il nous montre les risques d'une implantation étrangère dans un pays déjà en place avec son rythme et sa culture. Les mêmes causes donneront les mêmes effets. L'on y trouve tous les ingrédients de la politique, de la géopolitique, de la défense des ressources. Et qu'on le veuille ou pas, le Congo-Brazza s'est mis dans un bourbier dont elle ne sortira pas de sitôt. D'ailleurs, l'on peut mettre un terme à ce projet de pont entre Kinshasa et Brazzaville, car jamais la RDC n'acceptera d'ouvrir un front ouest pouvant donner accès au Rwanda alors qu'ils sont déjà sur leur dos, sur le front est dans le Kwilu. Par le nord, avec la Centrafrique, le Congo-RDC a le sentiment de se faire encercler et l'on a d'ailleurs l'impression d'assister à une partie de jeu de Go, le célèbre jeu de stratégie chinoise. Comme pour le Mali, les puissances étrangères n'ont qu'une envie, morceler le continent, morceler les pays les plus grands. Le balkaniser pour mieux s'arroger le contrôle des matières premières. Et le petit Rwanda, qu'une envie de devenir maître de toute cette sous-région. Car pour beaucoup, le Congo est un scandale géologique dont le Congolais ne sait ni valoriser, ni transformer ses matières premières, ni défendre, ni vendre son savoir-faire. C'est tout cela qui mène à ces conflits. Tant que les Congos n'auront pas acquis le mindset de l'entrepreneur, de l'industriel, du transformateur ou du chef d'entreprise, du chercheur ou du vendeur et de l'innovateur, un amoureux transi de sa culture, de son patrimoine culturel et cultuel et de sa science, l'on sera sur une région instable politiquement, économiquement et spirituellement. C'était le podcast du Petit Traité africain de guerre économique. Votre manuel audio et parfois vidéo d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain et afro-descendant doit connaître et comprendre. Pour votre éveil et réveil à l'organisation et impact géopolitique sur le monde noir, pour comprendre le jeu mondialiste et les enjeux du continent, pour mieux aider l'Afrique et les Africains à se libérer de cette prédation économique. Mais aussi pour anticiper votre succès individuel et votre réussite collective sur le continent africain. Ce podcast n'est bien sûr pas un appel à la violence ni à la haine, ni n'est un média complotiste, mais un webinaire de décryptage économique et géopolitique de notre actualité africaine et panafricaine. Je suis Patrick Diansé, concepteur du blog et de la chaîne Décoloniser les esprits, Africa Reloaded, créateur et animateur de cette émission audio et accessoirement un Afro-Caribéen qui investit économiquement
en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter à liker et partager ce podcast que vous trouverez aisément sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou YouTube. Prenez le temps de l'écouter dans les transports ou dans votre véhicule. Suivez-moi pour le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, je vous ai délivré la leçon 67 donnée le 15 avril de l'an 2024 du calendrier grégorien, 6260 du calendrier kémite et 4722 du calendrier chinois. Une année du dragon de bois, un signe connu pour sa force et sa grandeur, et qui va nous réserver cette année beaucoup d'imprévus, des opportunités surprenantes, mais aussi de beaux revirements de situation. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère avec délectation cet épisode et on se dit à plus tard. Ce qui se fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Au revoir.